Bien, bonjour à tous. Merci d'être venus. C'est un grand plaisir et une émotion pour moi de vous accueillir et d'accueillir Philippe Descola, autour duquel la séance va s'organiser, la dernière de ce séminaire, dans un moment assez étrange pour le Collège de France, puisque, si j'ai bien compté, du 25 mars au 27 mai, ce sont tout de même trois grandes voix de cette institution qui ont pris la parole pour leur leçon de clôture. Le 25 mars, c'était Alain de Libera qui confiait ainsi son émotion. Il disait « Dans ma carrière d'enseignant, je n'ai jamais terminé le programme. Et aujourd'hui, disait-il, je finis non pas le programme, mais ce qu'il est devenu en cours de route. » Et puis le 27 mai, je crois, c'était Alain Supiot, qui justement, dans une réflexion très profonde sur ce qu'est le travail intellectuel, dont je signale d'ailleurs qu'il sera publié aux éditions du Collège de France dès septembre, montrait avec vigueur combien, d'une certaine manière, il était illusoire pour les pouvoirs publics de considérer que le chercheur pouvait être un être programmable. Et c'était donc une critique plus radicale encore de l'idée de programme. Et pourtant, avec Romain, nous achevons aujourd'hui le programme d'un séminaire qui était au fond conçu avec l'idée de déjouer la tentation des grands programmes, prenant au sérieux l'idée d'expérimentation. Au fond, la nature expérimentale de notre démarche, on l'avait d'emblée annoncé. Nous ne savions vraiment pas où elle allait nous mener, et nous comprenons aujourd'hui, je crois, qu'elle nous a quand même amenés quelque part. Et c'est ça l'avantage, lorsque on n'annonce pas par avance une cohérence trop imposante, eh ben on peut s'en laisser imposer et surprendre et au fond charmer par la cohérence qui, d'une certaine manière, finit toujours, mais après coup, par se faire jour. Car nous voici effectivement en compagnie de Philippe Descola, qui, nous allons y revenir avec Sophie Houdard, Étienne Nanheim et Romain Bertrand plus en détail, a donné le 27 mars sa leçon de clôture au Collège de France, et l'effet de bouclage que nous espérons rendre sensible aujourd'hui est promis par le titre même de la séance, que je rappelle, La composition du monde ou le retour de Humboldt, autour de l'œuvre de Philippe Descola, retour. Il y a là évidemment un intitulé qui ne m'amènera pas à tirer le bilan de cette année. Ça serait, me semble-t-il, inutile et prématuré. J'espère seulement que voilà, se dégagera de lui-même ce bilan à l'issue de notre conversation. Je me contenterai juste ici de donner quelques mots d'introduction très générale avant de laisser la parole à Romain. Sinon, pour justifier notre désir d'achever temporairement ces recherches sur l'histoire empêchée en compagnie de Philippe Descola, pour le justifier, l'amitié et l'admiration y suffiraient amplement, mais disons pour l'accompagner. J'appartiens à une génération d'historiennes et d'historiens qui a failli être subjuguée par l'intimidante ambition des grands programmes historiographiques. Et pour moi, l'historiographie, pendant longtemps, ça a été cette science assez peu auxiliaire de l'histoire qui dressait, au fond, l'inventaire de ces empêchements. C'est-à-dire qui nous amenait à composer la liste des choses qu'on ne pouvait pas dire, ou des mots dont la faute était qu'ils ne s'emparaient pas assez hardiment des choses. Et enseigner l'histoire revenait pour l'essentiel, et pour des raisons utiles et nécessaires, à dire à des étudiants impressionnés « vous ne pouvez pas dire les choses ainsi ». Dès lors, effectivement, il n'était pas anormal que la tentation soit forte d'aller chercher ailleurs des encouragements, des entraînements, des inspirations. Et au fond, c'est cette tentation littéraire qu'on cherche ici, sinon à rappeler à l'ordre, du moins à appeler au calme, c'est-à-dire au calme de cette exactitude poétique qu'on a tenté avec Romain de mettre en avant.
Oui, on commençait ce programme, enfin, en tout cas cette série de séminaires, le premier en évoquant, vous vous en souvenez peut-être, Paul Veyne. Et je me souviens donc du temps, voilà, appelons ça le tournant critique, la fin des années 80, le début des années 90. Il s'agissait moins d'allonger le questionnaire que de le compliquer. C'est-à-dire de rendre au fond plus compliqué, plus empêcher l'exercice de l'histoire. Et il revient à Gérard Noiriel en 1997, sur la crise de l'histoire, d'avoir mis à jour la dimension sociale de ces effets d'imposition. Et au fond, nous préférons aujourd'hui nous souvenir de ce moment émancipateur plutôt que de vérifier une fois de plus que tout geste libérateur se mue presque inévitablement en imposition de la norme. C'est la pente des institutions, c'est peut-être aussi celle des existences. Et c'est peut-être cela qui nous a rapprochés il y a presque 10 ans avec Romain Bertrand, les longues discussions autour de l'histoire à parts égales, la crainte devant le devenir slogan d'un titre qui, si tu n'y prenais pas garde, pouvait justement être lu comme un programme et de ce fait, de mobilisateur, devenir culpabilisateur, obligeant ceux qui ne s'y plieraient pas à se justifier par avance. Voilà. Ce que, beaucoup plus brutalement, David Hermitage, par exemple, dit aujourd'hui, l'histoire mondiale est l'histoire dont le monde a besoin, que ceux qui n'en fassent pas expliquent pourquoi ils ne la font pas. Et donnent leur justification. Revenir à l'expérience plutôt qu'édicter des programmes, c'est donc travailler à éviter que l'intuition ne se transforme en injonction et ne pas perdre trop de temps, on en parlait aussi tout à l'heure, à célébrer des petites victoires. Il nous a semblé que la mise en défaut de la langue, non pas pour inventer, pour imaginer, pour affabuler, mais pour décrire, la mise en défaut de la langue elle-même pouvait être le lieu de relance d'un travail de l'histoire à la fois scrupuleux et inventif qui se faisait de l'exactitude davantage qu'une exigence, une politique. Et ça, je dirais que c'est ce que tu appelles, c'est ce que tu as appelé dans ta conférence, dans ta leçon inaugurale, un art de décrire avec sagacité. L'art de décrire avec sagacité, comme donc l'affirme Philippe Descola, nous ramène aujourd'hui du côté de Humboldt, par là où nous avions commencé. Permettez-moi, pour terminer, juste un souvenir. Dès lors que l'histoire compliquait son questionnaire davantage qu'elle ne l'allongeait, dès lors qu'il fallait aller chercher ailleurs l'impulsion d'écrire, je me souviens que la lecture de Par-delà nature et culture en 2005 m'a ébranlé et encouragé, mais de manière complètement imprévisible, puisque c'est de là qu'est venu presque immédiatement le désir d'entreprendre un livre collectif qui s'appelait L'histoire du monde au XVe siècle, précisément parce que c'était plus en histoire, mais c'était effectivement sous ta plume qu'on lisait voilà, le premier chapitre qui fait le tour du monde et qui, je ne parle même pas de ce dont on va parler avec Sophie et Étienne, c'est-à-dire du défi qui était lancé aux historiens, du fait que, justement, comme Foucault, tu te montrais infréquentable pour la discipline historique, c'est-à-dire que tu compliquais, là, pour le coup, les rapports entre l'histoire et une anthropologie qui n'était pas une anthropologie historique, et que, d'une certaine manière, c'était pas en appliquant le programme, c'était même pas en l'ajustant qu'on pouvait répondre à ce désir du large, mais c'était en faisant au fond tout autre chose. Mais je me souviens quand même de ce moment-là. Et justement, au fond, relisons simplement l'incipit du livre de Par-delà nature et culture, et c'est finalement l'amorce. C'est ce qui a mis le feu aux poudres de notre proposition cette année. Je cite.
Le temps n'est pas si loin où l'on pouvait se délecter des curiosités du monde sans dissocier l'enseignement tiré de l'observation des animaux de celui que les mœurs de l'Antiquité ou les coutumes de contrées lointaines proposaient. Le temps n'est pas si loin. On est exactement dans cette temporalité où les choses sont en train peut-être de s'achever ou de s'éloigner, mais qu'elles ne sont pas irrémédiablement perdues. D'ailleurs, dans ta leçon inaugurale, tu faisais remonter cette possibilité à plus loin encore, en lecteur effectivement de Foucault, mais du Foucault des mots et des choses. Tu évoquais, je cite, ces inventaires de correspondance que la pensée de la Renaissance avait entrepris dans l'espoir vain et magnifique de faire signifier le monde en consignant tous les effets de son chatoiement. Et ça, évidemment, encore une fois, les séances 2 et 3 de notre séminaire pourraient finalement gloser cette promesse. Parce que aussitôt, tu précisais qu'à cette époque fut manqué de peu un premier rendez-vous avec l'anthropologie où faisaient défaut moins les objets nouveaux, l'art de les décrire avec sagacité et la capacité à apprivoiser leur étrangeté par de savantes comparaisons, que la conscience d'une autonomie de cette totalité réflexive que nous appelons culture ou société, condition qui fut certes nécessaire pour que les sciences humaines prennent leur essor, mais dont le respect trop servile freine à présent leur progrès. Je pense effectivement que vous reconnaissez là, disposer avec sobriété et élégance tout ce qui nous a mobilisés. Et depuis finalement la première séance, depuis cette pluie d'oiseaux qui tombait à verse sur la poésie contemporaine que décrivait Marielle Massé, et dont je fais remarquer d'ailleurs qu'elle égayait déjà ta leçon inaugurale, où il y avait des toucans et des perroquets. Donc je retiens juste ceci pour terminer, avant de te laisser la parole, pour nous expliquer comment tu as organisé cette séance. Cet art de décrire avec sagacité, cette capacité à apprivoiser l'étrangeté par de savantes comparaisons, et c'est sur cette question que Philippe Descola acheva donc il y a quelques semaines son enseignement ici. Qu'est-ce que comparer? Eh bien, au fond, ça nous amène à ce très beau, pas programme, mais style de recherche, d'écrire les rendez-vous manqués de peu. La semaine dernière, par exemple, avec Martin Larchange, on peut se dire qu'entre l'histoire et la psychanalyse, on a assisté à un rendez-vous manqué de peu. Et le plaisir de vous voir ici nombreux, divers et réunis, me laisse à penser que les historiennes, les historiens et les autres, eh bien, ne sont pas disposés cette fois-ci à manquer le rendez-vous que l'œuvre de Philippe Descola nous propose.